La désintégration de l'Union soviétique s'était accomplie sans drame. Mais 20 ans après, ses répercussions se propagent aux portes de l'Europe, à la frontière des pays baltes, en Géorgie et en Ukraine, où une guerre qui ne dit pas son nom a déjà fait plusieurs milliers de morts. Ce qui se joue ici, dans cette région du monde, point de bascule entre l'Est et l'Ouest, c'est une bataille entre la Russie, l'Union européenne et les États-Unis à des fins géostratégiques. Le 21 novembre 2013, le président ukrainien Viktor Yanukovych annonçait la suspension des pourparlers en faveur d'un accord avec l'Union européenne. Cette brutale volte-face avait provoqué des mouvements de colère. La population était venue manifester en masse à Kiev, sur la place Maïdan, la place de l'indépendance. Ce conflit allait provoquer l'annexion de la Crimée par la Russie, la destitution de Viktor Yanukovych, une nouvelle élection présidentielle en Ukraine et des combats fratricides qui perdurent encore. À mon sens, le refus de rapprochement avec l'Union européenne tuait dans l'œuf tout espoir de développement ultérieur. Certes, nos élites étaient corrompues et notre pouvoir criminel. Mais malgré cela, nous avions toutes les chances de pouvoir changer cette situation sous la pression de l'Union européenne. Puis soudain, je me suis rendu compte qu'il n'y aurait aucun changement. Et je me suis trouvée face à un choix inattendu. Soit partir à l'étranger, soit prendre les choses en main. Віктор Янукович! Залишилось 24 години. Приймайте рішення. Я рішення прийняв. Слава Україні! Maïdan aura servi à poser les fondations d'une société civile à part entière. Et c'est ça le plus important. Ce n'était qu'une petite place du centre de Kiev. Mais chaque personne présente avait conscience de son implication dans les événements. Nous savions tous que nous étions responsables de l'histoire qui s'écrivait sous nos yeux. C'était une foule hétéroclite composée de retraités, de jeunes volontaires, d'hommes d'affaires importants ou d'hommes politiques de premier plan. Tous ces gens avaient conscience d'être sur un territoire de liberté, où l'action de chacun avait un poids. Ce que Maïdan aura produit de plus remarquable, c'est la métamorphose d'un territoire en pays. Pas uniquement sur un plan linguistique ou culturel, mais aussi sur un plan métaphysique. Un pays venait de voir le jour. Un pays en proie à des déchirements, certes, avec des problèmes territoriaux. Mais un pays venait bel et bien de naître. Après 3 mois de manifestations et d'occupation, le mouvement de Maïdan, qui rassemblait certains jours jusqu'à 500 000 personnes à Kiev et 1 million dans tout le pays, ne s'essoufflait toujours pas. Le 18 février, la répression s'était encore intensifiée. Des balles sont tirées. Le mouvement se transformait en révolte et les victimes se sont multipliées. Plus de 120 morts, dont 17 policiers. Le 22 février 2014,
le président Viktor Yanukovych s'enfuyait sous la pression populaire, laissant le pays à ses adversaires. Moscou déploie alors son armée le long des 250 km de la frontière qui sépare la Russie de l'Ukraine. Cette opération provoque heurts et réactions violentes dans ces régions principalement russophones. Le 16 mars, le Kremlin organisait un référendum pour proposer le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Proposition approuvée par 92% des votants. La Crimée était aussitôt annexée. À Sloviansk, une milice dirigée par un ancien militaire russe, Igor Girkin, prenait la ville en se réclamant de la République populaire de la région de Donetsk. Le régime de Yanukovych a effectué une chute si vertigineuse qu'il est très difficile de remonter la pente. L'envahissement de la Crimée n'aurait jamais eu lieu si nous n'avions pas été dans un tel état de faiblesse à ce moment-là. Le commandant Girkin n'aurait jamais pris Slaviansk si notre armée n'avait pas été affaiblie durant toutes ces années. Quand je me suis rendu sur le front, le lendemain des événements, j'ai pu constater que nous n'avions personne pour attaquer un petit groupe de combattants sous le commandement de Girkin. On manquait de combattants. C'était une situation terrible. Alors, de nombreux civils issus du mouvement citoyen de Maïdan se sont armés pour aller au combat et soutenir les soldats réguliers. Dépassé par les événements, l'OTAN refusait de s'engager militairement dans un conflit frontal avec la Russie pour défendre un État qui ne faisait pas partie de son organisation. Les États-Unis et l'Union européenne sont contraints de réagir face à ce conflit naissant, risquant de mener à la désagrégation de l'Ukraine. Afin d'aider une population qui fait la guerre pour la protection de son pays, ils votent des sanctions financières et économiques à l'encontre de la Russie pour faire pression sur Vladimir Poutine. La Russie a d'abord montré de grands signes de crispation, puis d'inquiétude, puis a laissé éclater sa colère, parce que l'Occident avait apporté un soutien inconditionnel à ces mouvements protestataires en les reconnaissant immédiatement comme étant l'expression et la représentation légitime du peuple ukrainien. L'Ukraine, qui avait longtemps réussi à trouver un équilibre entre les tendances pro-occidentales et pro-russes, s'est soudain retrouvée envahie de manière illégitime par des forces politiques qui l'entraînaient exclusivement dans une direction pro-occidentale. De plus, elle ne menait pas cette politique dans le cadre strict d'un rattachement de l'Ukraine à l'Union européenne. Leur action était clairement russophobe. La Russie cherche simplement à endiguer l'expansion de l'OTAN et à éviter son implantation dans des pays qu'elle considère comme étant très importants pour elle. Elle cherche aussi à contrer le développement d'un régime économique auquel elle ne participe pas. La stratégie politique de la Russie est défensive. Jusqu'où peut aller Poutine en poursuivant cette stratégie? Assez loin. Assez loin. Après la chute du mur de Berlin en 1989, les États-Unis et la Russie avaient décidé d'un commun accord de dissoudre le pacte de Varsovie et l'OTAN. Le pacte de Varsovie a disparu, mais l'OTAN existe toujours. Depuis la fin de l'Empire soviétique, l'Union européenne a délibérément mené une politique d'encerclement de la Russie. Intégration des pays baltes à l'Union, établissement de relations privilégiées avec la Pologne, la Roumanie et la Hongrie. Les événements tragiques du 2 mai 2014 à Odessa sont révélateurs des tensions qui déchirent la population ukrainienne. De violentes bagarres éclatent en marge d'un match de football. La situation dégénère rapidement lorsque des balles sont tirées par des provocateurs. 2 supporters pro-ukrainiens sont tués. En représailles, la maison des syndicats qui abritait les militants séparatistes pro-russes est incendiée. Bilan, 48 morts et plus de 300 blessés des 2 côtés.
Pour la Russie, la perspective d'une Ukraine démocratique, prospère et européenne est plus inquiétante que celle d'une armée ukrainienne puissante. Le danger, c'est que l'Ukraine puisse démontrer qu'il est possible de construire un modèle alternatif à celui proposé par Poutine au sein de cet espace post-soviétique. Petit à petit, l'Ukraine s'est débarrassée de son complexe d'infériorité. Elle a réalisé qu'elle pouvait exister en tant que pays indépendant et qu'elle était en mesure de prendre son destin en main. Au même moment, la Russie comprend qu'elle peut perdre l'Ukraine à jamais. Poutine fait tout pour ramener l'Ukraine, la faire rentrer dans son giron et faire en sorte qu'elle reprenne son rôle tel qu'il a été prédéfini au sein de l'Empire. Comme auparavant en Crimée à la mi-mai 2014, les habitants des villes de Donetsk et de Lugansk, dans la région du Donbass, située à la frontière russe, organisent un référendum pour leur autonomie. L'idée de sécession entre les deux Ukraines demeure forte et ambivalente. Au sein même de la population, deux influences s'opposent, l'une occidentale et l'autre russe. Ребята, пройдет референдум 11 числа. Для этого все готово. Вопрос, тем не менее, на данный момент будет звучать следующим образом. Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики? Вопрос «да» или «нет»? Le pouvoir soviétique s'était servi du Donbass comme vitrine d'un paradis ouvrier. Les gens qui travaillaient là touchaient des salaires très importants. Bien qu'ouvriers, ils avaient un niveau de vie plus élevé que le reste de la population. Il n'était plus possible de maintenir un tel niveau de vie après l'éclatement de l'Union soviétique. La population s'était vite appauvrie. C'est pourquoi de nombreux habitants de cette région associent l'émergence d'une Ukraine indépendante à celle de la pauvreté. L'époque soviétique avait été leur âge d'or. C'est ce Golden Age qu'ils voudraient voir revenir. Poutine joue sur ces sentiments pour justifier son agression contre l'Ukraine. Médias, télé, radio martèlent des mensonges à longueur de journée. Il est très difficile de se forger une opinion objective dans ces conditions. Cela dit, le niveau de vie en Ukraine est en croissance continue. Le PIB est en constante progression. Et vous verrez que les gens de Lugansk, de Donetsk et de Crimée vont tous revenir en Ukraine. Qui a démoli le mur lorsque l'Allemagne avait décidé de la réunification? De quel côté venaient les coups de marteau? De l'Est. Les gens de l'Est voulaient une vie meilleure. Nous avons le choix, soit collaborer avec la communauté internationale, soit continuer à patauger dans nos problèmes, ce qui n'aurait aucun sens. Le 25 mai 2014, Petro Poroshenko remporte l'élection présidentielle dès le premier tour avec 54% des voix. Ancien député et ancien ministre de Yanukovych, il remporte le pari d'apparaître comme un homme providentiel. La simplicité de son programme séduit, accomplir pour l'Ukraine ce qu'il avait réussi avec son groupe industriel. Ni les habitants de Crimée, annexés par la Russie, ni ceux du Donbass n'ont voté. Poroshenko n'est pas notre président. Nous ne l'avons pas élu. En Russie, la majeure partie de la population soutient la politique de pression menée contre Kiev. Celle-ci est en prise directe avec la politique de soutien au mouvement protestataire, ainsi qu'aux mouvements armés dans l'est de l'Ukraine, notamment dans la République de Donetsk et de Lugansk. Il s'agit d'un soutien apporté à la population russophone, majoritaire dans ces régions, qui pourrait subir les effets négatifs de la politique du pouvoir central de Kiev. Il y a aussi, à mon sens, un facteur géopolitique. La Russie utilise la situation dans l'est de l'Ukraine pour exercer sa pression sur l'Ukraine dans son ensemble.
Ce n'est pas un hasard si l'on dit que la démocratie russe s'arrête là où commence la question ukrainienne. La Russie ressent toujours son corps tel qu'il était au temps de l'Empire, lorsqu'elle était à son apogée, incluant la Finlande et la Pologne. Pendant 300 ans, le peuple a été élevé avec cette idée que la Russie était un grand pays. Et puis on l'ampute d'un bras, puis d'une jambe. On lui retire la Pologne, la Finlande et les pays baltes. Elle est comme un handicapé, mais toujours plein de force, qui ressentirait des douleurs fantômes. Elle a toujours la sensation de ses membres, pourtant amputés. Elle ne peut avoir un autre comportement. Sa nature, son identité collective profonde, c'est d'être un empire. Ну и, наконец, вопрос, есть или нет у наших войск на Украине. Говорим прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Quelquefois, la Russie dit des contre-vérités, notamment lorsqu'il s'agit de sa non-implication militaire dans le conflit dans l'est de l'Ukraine. On peut aussi mentionner le Boeing abattu pendant l'été 2014, où la Russie refuse d'admettre l'implication d'une batterie de missiles Buk de fabrication russe, même si c'est la version la plus vraisemblable. De nombreux experts russes, dont je fais partie, ne considèrent pas l'intervention russe comme illégale. Ce n'est pas une violation du droit international, mais une remise en question du monopole que détient l'Occident à violer ce même droit. Vous affirmez que la Russie réfute des faits évidents. Que dire alors de l'épisode des armes de destruction massive en Irak en 2003 ? Comment peut-on qualifier l'action des États-Unis ? C'est un paradoxe. En réalité, pour la Russie, la seule règle, c'est qu'il n'y a plus de règles. Ces images sont celles d'une guerre fantôme, sans combattants, que personne n'est censé faire officiellement. Les victimes, elles, sont bien réelles. Des dizaines de villes ont été assiégées. Des bombardements continus ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de blessés. On comptait plus d'1 million de réfugiés à la seule date du 2 septembre 2014, selon un responsable du HCR. Amnesty International souligne régulièrement l'extrême brutalité de ces combats. De simples mineurs ne sauraient pas utiliser des lance-roquettes Grad avec précision. Ils sont actionnés par des artilleurs russes, cela ne fait aucun doute. Chaque roquette tirée atteint sa cible. L'aide russe est acheminée sous couvert de convois humanitaires qui livrent en fait des obus et des armes. Ils interviennent en commanditant ce groupe de combattants indépendantistes basés à la frontière lorsque la situation devient critique. C'était le cas des Baltsevo à l'aéroport de Donetsk, à Ilovaisk. Qu'est-ce qui a pu échapper au calcul de Poutine ? La société. S'il n'y avait pas eu les bénévoles, les bataillons de volontaires, si la société civile n'avait pas formé ces bataillons dans les 2 jours suivant l'agression, si elle ne leur avait pas fourni des chaussures, des vêtements et des armes, que serait-il arrivé sans ces volontaires qui sont partis, pour ainsi dire nus, avec des pistolets mitrailleurs factices pour toute arme ? Peu de gens le savent, ça. Les Ukrainiens sont comme les abeilles. Si quelqu'un met la main dans la ruche, elles ne font qu'un et attaquent tout ensemble. Il s'agit de notre terre et de notre liberté. L'Europe observe ça de l'extérieur, de loin. L'Europe ne comprend pas que si Poutine met la main sur l'Ukraine, l'étape suivante, ce sera la Pologne. Je suis persuadé que cela peut se transformer en un nouveau Munich de 1938, que tout le monde regardera sans broncher. Si on poursuit l'analogie historique, 2 options s'offrent à nous. Celle d'être la Tchécoslovaquie de 1939, qui s'est rendue aux Allemands, ou celle de la Finlande de 1939, qui a résisté à l'Union soviétique. Nous avons choisi la 2e option. Pourriez-vous énumérer tout ce que vous avez fourni à l'armée ukrainienne durant cette année et demie ?
En faire la liste? Des caméras à détection de chaleur, des appareils de vision nocturne, des jumelles, des lunettes de précision, des fusils, des munitions, des navigateurs GPS, des systèmes de commande d'artillerie, des instructeurs, des casques, bien sûr des gilets pare-balles, bien sûr des trousses médicales, cela va de soi, de la nourriture, des dessins d'enfants, des chaussures, des sacs de couchage. Nous sommes devenus les béquilles de l'État, le temps pour lui de récupérer assez de force pour reprendre le contrôle de la situation. S'il n'existe dans le monde qu'une armée populaire, ça ne peut être que l'armée ukrainienne. Le monde entier cherche l'intégration alors que la Russie part dans une autre direction. Quel est l'objectif? Une petite guerre éclair couronnée de succès? Ou une grande guerre? Ou bien les deux à la fois? Ou bien des guerres sur 3 fronts? Disons en Syrie, en Ukraine, en Asie? Pour que le monde frémisse et se dise « Bon, laissez-les tranquilles ». Poutine est un maître dans la gestion de ce type de situation. Il les crée de toutes pièces et il les manipule. Le 5 septembre 2014, à Minsk, en Biélorussie, un accord de cessez-le-feu est signé par les belligérants. Sous la pression russe, plusieurs conditions sont imposées à l'Ukraine. Parmi elles, une réforme de la Constitution donnant un statut spécial aux régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Mais le cessez-le-feu restera chimérique. Parallèlement, le Kremlin décrète un embargo sur de nombreux produits alimentaires en provenance des pays de l'Union européenne, du Canada, de l'Australie, des États-Unis et de l'Ukraine. La principale phobie des autorités russes, c'est la présence des forces de l'OTAN aux frontières de la Russie. C'est là-dessus que s'appuient leurs actions, leur propagande et la manipulation de la société. Il n'existe aucun conflit au sein du peuple ukrainien. En revanche, nous sommes bien en présence d'un conflit manipulé de l'extérieur. La stratégie de la Russie est de maintenir une tension dans ce territoire et d'en faire un levier d'influence permanent sur la politique extérieure et sur l'économie de l'Ukraine. Loin de se tarir, la guerre dans le Donbass devient de plus en plus violente. En février 2015, mesurant les dangers d'une guerre ouverte, possiblement nucléaire, les chefs d'État François Hollande, Angela Merkel, Petro Poroshenko et Vladimir Poutine se réunissent en urgence à Minsk. Après une nuit de négociations tendues, ils parviennent à signer les accords de Minsk II pour tenter d'établir un nouveau cessez-le-feu qui se confirmera être réel. La guerre frontale et l'éclatement de l'Ukraine ont été évités de justesse, mais des combats sporadiques dans les régions ont continué. Quels qu'aient pu être les liens historiques entre la Russie et l'Ukraine, nous avions la certitude que la Russie nous tendrait toujours une main amicale. Au lieu de ça, nous avons reçu un coup de poignard dans le dos. Vous pouvez comparer l'état d'esprit et le patriotisme avant et après l'agression que nous avons subie aux frontières est de notre pays. On n'a jamais vu un tel élan national. Autant de drapeaux ukrainiens. Un peuple libre, des gens libres. Ce fut un choc pour l'agresseur. Il ne l'avait pas prévu. Dans notre bataillon, les gens venaient des horizons les plus divers. Il y avait des scientifiques, des médecins, des hommes d'affaires, des gens riches.
On ne peut donc pas dire qu'une couche sociale ait été touchée plus qu'une autre. Tout le monde s'engageait. Souvent, j'entendais dire « Toi qui es médecin-chef, reste chez toi tranquille. Tu cherches vraiment à mourir? Tu es encore jeune, profite de la vie. » Je comprends leur point de vue. Mais alors qui va se battre, si ce n'est nous? Je ne sais pas mentir, je suis chrétien. Je n'ai jamais menti. 70 à 80% des membres du bataillon Azov étaient des ressortissants des régions à l'est de notre pays. Ils venaient de Kharkiv, de Donetsk, de Lugansk. Il y avait des gars intéressants, jeunes. Vous savez, au départ, j'étais quelque peu surpris par le fait qu'ils étaient russophones. Ils disaient que le Donbass n'était pas ukrainien dans sa totalité. Ce qui était frappant, c'est qu'ils étaient inexpérimentés, sans formation militaire. C'est la guerre. À la guerre, il n'y a ni justice, ni moralité. Ce jour-là, pour la première fois dans la ville de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, l'hommage est non seulement rendu aux soldats tombés au Donbass, mais également à l'armée insurrectionnelle ukrainienne et à son créateur, Stepan Bandera, devenu aujourd'hui une référence pour l'Ukraine indépendante. Le nationaliste Stepan Bandera est pourtant une figure controversée et un antisémite avéré. Il fonde en 1941 l'armée insurrectionnelle ukrainienne en s'alliant au parti nazi pour combattre l'armée soviétique. Bandera et son armée participent directement au massacre de plusieurs dizaines de milliers de Polonais et de Juifs ukrainiens. Aujourd'hui, les partisans de l'indépendance de l'Ukraine occultent le côté obscur de ce personnage et de son armée. Pour la propagande russe, il est ainsi aisé d'accuser le mouvement citoyen de fasciste. Les deux camps font appel à l'histoire, soutiennent des faits au nom d'un récit national ou identitaire en mal de légitimité, s'accusent mutuellement de fascisme, d'antisémitisme et de collaboration avec les nazis. Les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah sont ici mal refermées. L'argument qui est en apparence pacifiste, mais qui est en réalité une des raisons de cette guerre, est formulé ainsi. Les Ukrainiens et les Russes sont un seul et même peuple. On peut l'entendre aussi bien de la part des impérialistes russes les plus farouches que de celle des personnes plus libérales. C'est un concept très dangereux qui est la source même de ce conflit. Si nous sommes un seul et même peuple, cela signifie que le Kremlin a le droit de nous imposer une lecture de notre passé. Poutine voudrait dicter ses choix. Mais tant que les Russes ne prendront pas conscience que les Ukrainiens sont un peuple à part entière, avec leur propre culture, différente de la culture russe, cette incompréhension va perdurer. Et elle dégénérera de temps à autre en conflit armé. En mai 2015, à Riga, la capitale de la Lettonie, les chefs d'État de l'Union européenne se sont retrouvés afin de discuter d'un partenariat entre 6 pays de l'ex-URSS, dont l'Ukraine. Un an après le mouvement de la place Maïdan, un rapprochement devenait possible. Good afternoon, everybody. It's good to be back in Riga and back at another EU summit. This is our first Eastern Partnership Summit since the crisis in Ukraine. What has happened there challenges our shared values and our common sense of security, and it underlines the importance of standing by our Eastern neighbours. We strongly support their independent and sovereign right to determine their own futures. Nous assistons à une tentative de révision de l'ordre mondial tel qu'il s'est dessiné d'abord à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis à la sortie de la guerre froide.
Le vol MH17 de la Malaysian Airlines abattu, la violence permanente à laquelle on assiste actuellement en Ukraine, l'engagement direct de la Russie dans la partie orientale de l'Ukraine, l'annexion illégale de la Crimée, tous ces faits ont démontré que si nous n'exercions pas une certaine pression, et à mon sens la pression économique fait partie des solutions appropriées, nous n'arriverons pas à mettre en place une solution pacifique. Et c'est pourquoi nous devons agir et continuer à faire pression, et notamment sur l'Est de l'Ukraine et sur la Russie, pour qu'il y ait le plein respect de l'accord de Minsk. Nous ne devons pas non plus faire de ce partenariat oriental un conflit de plus avec la Russie. Angela Merkel et François Hollande ont tout de suite précisé. Le partenariat oriental n'est pas un instrument d'élargissement de l'Union européenne, mais de rapprochement. Nous ne devons pas éveiller de fausses attentes auxquelles nous ne serons pas en mesure de répondre plus tard. C'est pourtant bien un renversement d'alliance qui s'est joué à Riga. S'engageant à accélérer les réformes économiques et à lutter efficacement contre la corruption, l'Ukraine officialise son rapprochement avec l'Europe, tournant du même coup le dos à la Russie pour la première fois de son histoire. Nous sommes dans une situation où d'un côté nous devons faire la guerre et d'un autre réaliser des réformes. Nous devons maintenir cet équilibre inconfortable pour l'Ukraine. Mais nous restons très vigilants. Comment poursuivre notre développement? Comment maintenir l'équilibre à l'intérieur du pays? Comment contenir les radicaux? Comment développer l'industrie dans ce contexte? Comment répondre à un certain conformisme de l'Europe? Que faire des 3 millions de réfugiés qui ont fui les territoires occupés? Comment répondre aux défis lancés par le peuple tatar, qui a été chassé de Crimée? Toutes ces questions se sont accumulées. Nous sommes sous une pression constante. On aimerait penser que le chapitre le plus sanglant de ce face-à-face est derrière nous. Nous avons été ensuite confrontés à une période de guerre froide, puis à une fuite massive des cerveaux. Nous essayons progressivement d'avancer. C'est pour toutes ces raisons, je vous rappelle que vous êtes dans les locaux du ministère de l'Intérieur, que nous avons décidé de créer et de former la première police ukrainienne sur la frontière même du territoire occupé. Peu à peu, le jeune gouvernement tente de réformer le pays en profondeur. Pour supprimer le fonctionnement opaque des pouvoirs précédents, les forces de police sont totalement réorganisées. Les volontaires, combattant à l'est du pays, restés parfois incontrôlables, sont intégrés à ces nouvelles forces de l'ordre ainsi qu'à l'armée régulière. L'État doit également briser les réseaux mafieux pour moderniser l'économie du pays. Exercice ô combien ambitieux et périlleux. Afin d'y parvenir, le gouvernement compte s'appuyer sur le mouvement citoyen. L'esprit de Maïdan doit se prolonger et se concrétiser. Nous n'avons pas réussi à éradiquer notre système oligarchique, qui est très fortement enraciné. Maïdan a eu le mérite de briser la pensée soviétique et son système. Les gens avaient compris qu'ils étaient maîtres de leur destin. Chacun pensait qu'un autre devait faire les choses à sa place. C'est l'énergie émanant de Maïdan qui m'a fait comprendre la nécessité de promouvoir toutes ces réformes. Nous avons invité à se joindre à nous tous les experts dignes de confiance en Ukraine. Et nous avons créé notre association, le paquet de réformes de réanimation. Nous nous sommes attachés en premier à la réforme de la justice, puis à celle des services de maintien de l'ordre, puis du service financier et de la fiscalité. Nous avons également mis en chantier un projet de décentralisation. Voilà les sujets qui sont sur la table aujourd'hui. Nous travaillons aussi sur la réforme du système électoral et de la Constitution. C'est un parfait exemple de la manière dont la société civile peut réformer les institutions ukrainiennes. Так, в Україні зараз важкі часи. Так, у нас є війна. І я завжди казав, що війна
виснажлива війна, яку ми ведемо, не є причиною для відсутності реформ. Надзвичайно важливо. Бо це не просто відкриття Центру адміністративних послуг. Це демонстрація і символ кардинальних змін, які відбуваються в Одесі і по всій країні. Для мене Центр адміністративних послуг – це символ. Це символ зміни обличчя держави, ставлення держави до громадянина. Громадяни мають можливість переконатися, що держава нарешті повернулася до них обличчям. Які основні прохання? Соціальні питання, матеріальна допомога, корупція, земельні відносини, нерухомість. Що ви робите з цим зверненням? Ну, в залежності, якщо ми вирішуємо на місці, ми вирішуємо на місці. І ми намагаємося вирішувати на місці більшість питань. А ви хто? Я директор громадської приймальні. Дякую. Дякую. Vous savez, la douane d'Odessa est réputée comme étant la plus corrompue d'Ukraine. C'est le poste de douane le plus important du pays. 1300 personnes y travaillent. Sa contribution au budget national est très importante. Mais de très grosses sommes d'argent disparaissent dans les poches de particuliers. L'ampleur de cette corruption est si effrayante que les jeunes douaniers qui entraient en activité savaient d'avance qu'ils allaient toucher d'importants pots de vin en venant travailler à la douane. Un porte-container arrive dans le port. Combien et à qui faut-il payer? C'est un secret d'État? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas un secret d'État. Mais je ne connais pas assez bien le dossier de la corruption, pas au point de pouvoir affirmer des choses. Vous voulez connaître le montant des bakshish? Je ne sais pas exactement. Je peux vous dire en revanche que l'adjoint du chef de la douane d'Odessa a été arrêté pour un bakshish de 50 000 $ et qu'il s'agissait d'un dossier pour de petits containers. Mais globalement, ce sont des sommes folles qui passent à côté du budget ukrainien. De l'argent qui ne contribue ni au paiement des retraites, ni à celui des salaires. Nous voulons simplifier le processus dans son ensemble. Nous voulons restructurer la douane en profondeur. Au lieu de dépouiller les gens, la douane doit avant tout devenir un service public et ne plus être contrôlée par des structures criminelles. L'État ukrainien doit fournir un service public honnête, pratique, rapide, comme dans un bon restaurant, où le service doit être efficace et discret. Дуже дорого за базар. Оце ось 70 рублів. Це така ціна може бути, ви скажіть. За що така ціна? Де які условия? Що ми на столі стоїмо? Ми ж не на столі стоїмо. Оце заплатила жінка 140 рублів. Отака мафія, коли вона кончиться. А хтось, може, не має цього в поїзді заплати, тут заплати. Що ж нам лишається? Що нам лишається? Здіваються, доки над нами будуть здіватися. Боже, милий Боже. Nous sommes un des pays les plus pauvres du monde, avec un revenu net par habitant et par an de 3 000 $. Nous sommes au niveau des pays africains. Nous avons en apparence un bon indice de pouvoir d'achat, tant qu'il s'agit d'acheter des pommes de terre, des carottes. Les gens les cultivent dans leur propre potager. Mais un pays ne peut pas collecter d'impôts là-dessus. Cela signifie que la santé publique, l'enseignement, les infrastructures sont dans un piteux état. Nous devrons faire face à une période dure et compliquée, détruire l'ancienne économie post-soviétique et passer à une nouvelle économie.
Nous devrons aussi affronter et vaincre les populismes, tout comme les excès du capitalisme. On y arrivera, progressivement. Tout ce que vous voyez ici a été produit en Ukraine. Ces cylindres hydrauliques à Kirovograd, ça en fait des emplois. Les roulements à billes sont conçus et fabriqués dans une usine de Kharkiv. Les ressorts sont fabriqués ici même. Le métal aussi est ukrainien. Derrière chaque unité d'outillage, il y a des dizaines d'emplois. Derrière chaque ouvrier qui assemble les pièces que tu vois ici, se cachent des dizaines d'autres emplois. C'est ça le principal potentiel du pays. C'est la seule entreprise à produire des blindés en Ukraine. Nous avons non seulement réussi à la maintenir en activité, mais nous l'avons développée et adaptée à la production de nouvelles unités. Les gens ne réalisent pas les efforts fournis dans cette usine pour continuer à produire des véhicules blindés pour l'exportation, mais aussi pour l'armée ukrainienne. C'est ici que se concentre toute la puissance des blindés ukrainiens. La ville de Kharkiv a été fondée à la croisée des chemins des flux de minerais en provenance de Donetsk et du charbon de Dniepropetrovsk. C'est ce qui a donné naissance à l'industrie lourde et à la production d'outillage, et ce dans le cadre de l'industrialisation de l'Est de l'Ukraine. La difficulté résidait dans le fait que les entreprises de Kharkiv étaient essentiellement tournées vers le marché russe. En fait, nous avons toujours refoulé cette situation. Et nous avons toujours craint les risques induits par le fait que 70% de nos exportations étaient dirigées vers la Russie. Aujourd'hui, nous essayons néanmoins de ne pas perdre le marché russe. Si cela génère des profits et permet de sauvegarder des emplois, nous devons le faire. Je suis pour des relations commerciales normales. Il y a un proverbe ukrainien qui dit « Un veau affectueux est capable de téter deux mamans ». Ce proverbe illustre bien un des aspects de la mentalité ukrainienne et la complexité de toute l'histoire ukrainienne. Il est très avantageux d'avoir de bonnes relations économiques avec la Russie, c'est incontestable. Tout comme il est très avantageux d'avoir de bonnes relations économiques avec l'Union européenne. C'est tout aussi incontestable. La Russie, c'est un énorme marché. Beaucoup de relations ancrées dans le passé et qui nous lient étroitement. C'est le cas également de l'Ukraine avec la France. Malheureusement, aussi longtemps que les émotions et certaines ambitions personnelles seront prépondérantes dans la politique menée par la Russie, les échanges économiques entre nos deux pays auront à en souffrir. Comment vous dire? On travaille, on se donne du mal. Ce poisson que vous voyez sera conditionné en conserve et mangé partout en Ukraine sous l'appellation sprat de la mer Noire à la sauce tomate. Mais l'Ukraine ne représente pas un marché suffisant. La Russie et le Kazakhstan consommaient beaucoup ce produit par le passé. On nous a dit d'aller les vendre en Europe, mais en Europe, personne n'a besoin de ces conserves. La Russie en soi est un puits sans fond pour la consommation des produits alimentaires. Elle absorbait tout. À titre personnel, je m'y connais un peu mieux en poisson. Toute la production, les conserves, les poissons, etc. partaient en Russie. Mais qu'est-ce qu'elle a produit de tout temps, la Russie? Du pétrole et du gaz, c'est tout. Elle a tué toutes les autres activités. Ils importaient tout le reste. L'Ukraine, pour sa part, lui fournissait pour l'essentiel des produits alimentaires. À la suite de l'embargo, tout est devenu compliqué. Je crois qu'il faudra revoir à la baisse les volumes de production, trop ambitieux. Les gens n'y sont vraiment pour rien.
Les gens ne demandent qu'une chose, retrouver la tranquillité et vivre en paix. Moi, par exemple, je suis originaire de Russie. La patrie m'avait envoyé ici accomplir mon devoir. J'étais pilote. J'ai fait toute ma carrière au sein du régiment de Nikolaïev. Ensuite, j'ai pris ma retraite et j'ai démarré ce business de poissons. Mes enfants sont nés ici, je les ai mariés ici, ils ont grandi ici. J'aime l'Ukraine plus que la Russie, mais je regrette amèrement ce qu'elle est devenue. Quel gâchis. Couvrant une grande partie de son territoire, les terres noires d'Ukraine sont parmi les plus fertiles de la planète. Elles avaient été le grenier à blé de l'ex-URSS et constituent un gisement vert très convoité de plus de 400 000 km² au cœur de l'Europe. Avec la mondialisation économique, l'Ukraine deviendra un géant agricole incontournable. Le paradoxe de notre situation est que tout ce que nous avions de meilleur se détériore progressivement. Nous sommes un pays agraire, c'est un fait incontestable. Nos territoires, nos exploitations, nos terres noires constituent la principale richesse de ce pays. De plus, les Ukrainiens ont toujours été un peuple d'agriculteurs. Avec le potentiel d'exploitation que nous avons, l'Ukraine serait en mesure de nourrir toute l'Europe, et même au-delà. Pour l'instant, nous semons du blé, nous le récoltons, mais nous ne vendons que du fourrage. C'est ça le problème. Nous n'exploitons pas notre potentiel au maximum. Nous ne produisons pas la meilleure qualité de blé. L'Ukraine a lutté pour son droit à l'indépendance, le droit de développer son monde spirituel, son monde culturel. Cela ne s'est pas fait sans difficulté. Et nous devons toujours nous débarrasser de cette forme d'État paternaliste. Nos dirigeants ont peur d'effectuer la moindre avancée et de perdre le contrôle sur le pays. C'est difficile. Ça signifie qu'il faut continuer à travailler. Nous ne pourrons jamais franchir d'un seul bond tous les obstacles qui se dressent devant nous sur le chemin du changement. Cet incroyable élan d'unité de l'État, du peuple, de la nation que nous avons vu naître à Maïdan, c'était quelque chose. Tu es debout à mes côtés, tu t'es levé pour défendre ta dignité d'homme. Alors tu es mon frère. L'histoire de l'Ukraine n'est pas riche en événements de cette force. Après le Maïdan de 2013-2014, j'ai vu émerger la première génération postérieure à l'Homo soviéticus. C'est une toute autre génération. Elle a sa propre conception de la liberté. Cela me laisse entrevoir l'espoir que, graduellement, nous arriverons à nous débarrasser de l'héritage du passé. Le monde ne réalise pas à quel point cet héritage est lourd à porter. Or, nous devons nous en débarrasser à tout prix, et ce, par nos propres moyens. Prenons l'exemple de ma fille. Aujourd'hui, elle a 33 ans. Elle me dit toujours « Maman, je fais partie de la génération la plus malheureuse ». Pendant ces dernières années de lycée, l'Union soviétique n'existait déjà plus, alors que l'Ukraine n'existait pas encore. Les professeurs ne savaient plus quoi leur enseigner. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, disait Napoléon, n'est-ce pas? À la dislocation de l'Union soviétique, il n'y avait pas de vainqueur. L'Ukraine, qui pouvait laisser croire qu'elle était dans le camp des vainqueurs, n'en faisait pas partie en réalité. La nouvelle histoire n'était pas encore écrite, mais l'ancienne non plus. Le pays compte sur sa jeunesse qu'il espère vierge de toute imprégnation du vieux système et de sa bureaucratie. Et comme toutes les jeunesses de la planète,
Elle aspire à s'ouvrir au monde. Je suis un très grand optimiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez parler avec les jeunes d'aujourd'hui. Faites un tour dans les établissements scolaires. Ils ont 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Cette génération ne se souvient plus de l'Union soviétique. Elle a oublié toutes ces réglementations. Ce sont d'autres gens. En réalité, ils ne se différencient en rien les uns des autres, qu'ils viennent de Lviv, de Kharkiv, de Zaporozhye ou de Ternopil. Ils sont très ouverts. C'est notre grand espoir. Je reste persuadé que l'Ukraine trouvera une place de choix au sein de l'Europe et de la civilisation occidentale. Peut-être que ça n'arrivera pas avant longtemps, il faudra sûrement des années. Il nous faut encore trouver une solution à la question russe. Ça ne concerne pas que les intérêts de l'Ukraine, mais ceux du monde entier. C'est un problème mondial. On entend souvent que l'Ukraine doit absolument adhérer à l'Union européenne, que c'est notre objectif principal. À mon sens, c'est une bêtise. Le chemin qui mène à l'adhésion à l'Union européenne est beaucoup plus important que l'adhésion en elle-même. Chez nous, personne ne répond de ces actes. C'est le règne de l'impunité. On peut ne pas payer d'impôts et ne pas avoir à en répondre. Distribuer des bakchiches et ne pas avoir à en répondre. On peut enfreindre le code de la route et ne pas avoir à en répondre. Tout cela peut être réglé à coups de pots de vin, à l'aide de relations, d'attestations, d'insignes de députés et ainsi de suite. Nous ne comprenons pas qu'appartenir à l'Europe implique une vraie responsabilité. On se doit de répondre de ces actes et vivre selon les règles, même si ce n'est pas toujours facile. Lors de sa visite en Ukraine, Jean-Paul II a tenu des propos remarquables. Mais ce qu'il a dit de plus important, c'est « La mission historique de l'Ukraine est de devenir un pont et une porte entre les civilisations occidentales et orientales. » La voilà la réponse. Le pays vit aujourd'hui dans un entre-deux qui n'est plus un temps de guerre, mais pas encore un temps de paix. Dans ce contexte difficile, les Ukrainiens cherchent à construire une cohésion et à s'inventer une identité. Ballottés par les vents contraires de l'Est et de l'Ouest, et au centre des intérêts géostratégiques des grandes puissances, ils doivent trouver le chemin de leur indépendance. C'est ainsi que les peuples se réinventent. Le long de la frontière, les habitants déclarent « C'est un jeu entre les soldats des deux côtés, entre Kiev et Donetsk, entre Washington, Moscou, Paris et Berlin. Ils jouent, ça les amuse. Et nous sommes au milieu, en essayant de vivre. » Elle est dans le secteur, l'armée russe, ou pas? Vous nous demandez si les Russes font la guerre ici? Qui d'autre alors? Nous ne sommes quand même pas en train de nous battre contre nous-mêmes. C'est eux qui font la guerre. Il y a aussi des mercenaires qui participent au combat. Des Kazakhs, des Tadjiks, il y a tout ce que vous voulez. Je vais vous dire une chose. Si nos gaillards n'étaient pas là, les Russes seraient déjà aux portes de Kiev. Peut-être même dans Kiev. Et même au-delà. En tout cas, il faut continuer à se défendre. On n'a pas le choix. L'Ukraine sera à nous à 100%. Aussi longtemps qu'on pourra les approvisionner, aussi longtemps que les gens apporteront leur aide, les Russes peuvent toujours rêver. Ça ne changera pas. On a cédé la Crimée sans le moindre coup de feu. Et ils veulent nous arracher la moitié de l'Ukraine? Pas question. Ça n'arrivera jamais.